Bonjour, mesdames et messieurs. Et oui, vous êtes à Leadership en tout genre. À Leadership en tout genre, notre mission, c'est d'inspirer la culture organisationnelle de votre entreprise et on souhaite que le contenu puisse générer un climat de travail qui est stimulant. Et oui, mesdames et messieurs, on poursuit cette série sur les différents stades qui caractérisent des entrepreneurs face à l'intelligence genrée. Et oui, l'intelligence genrée, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement ce que la science, la littérature a pu observer sur les différences entre les hommes et les femmes. Maintenant, ça ne s'applique pas dans tous les cas, mais ça s'explique dans la majorité des cas. Donc, c'est ce que la science a pu observer dans la majorité des cas en ce qui diffère les hommes et les femmes en milieu de travail, dans le leadership, dans la gestion d'une entreprise, dans le coaching, etc. Donc, maintenant, de voir ou de constater le besoin d'intégrer une culture mixte dans notre organisation peut varier d'un dirigeant à l'autre, d'une personne à l'autre, qu'on soit un homme ou une femme. Hein, parce que, comme je l'ai déjà mentionné, moi j'ai travaillé dans les écoles et dans les écoles, la plupart du temps, ce qu'on voit, c'est une culture féminine parce que les femmes occupent un grand nombre de postes au sein des écoles. Mais dans d'autres situations, en milieu d'affaires par exemple, il y a plusieurs entreprises qui sont caractérisées par une culture masculine, même s'il y a énormément de femmes qui y travaillent. Maintenant, chez certains entrepreneurs, on voit la nécessité d'élaborer de plus en plus ou de poser des gestes qui vont stimuler la culture mixte. Où est-ce que l'apport de l'énergie féminine et l'apport de l'énergie masculine vont cohabiter ensemble, vont collaborer au bien de l'entreprise, à la rentabilité de l'entreprise. Alors, on poursuit notre parcours à travers les différentes étapes de la diversité des genres et de l'égalité entre les sexes. Donc, il y a une diversité masculine et féminine qui peuvent parfois se confronter, mais ce qu'on souhaite, c'est que cette diversité, cette mixité puisse cohabiter et générer une harmonie et contribuer surtout au bénéfice de l'entreprise. Alors, cette phase, on est à la deuxième phase, elle succède à la première, qui est caractérisée par le souci de respecter des quotas. Donc, la phase 1, on veut respecter des quotas, on veut la parité homme-femme, on veut, par exemple, une plus grande implication des femmes, que ce soit au poste de haut niveau ou dans différents secteurs de l'entreprise. Alors, ce qu'on vise, on dit oui, oui, on est soucieux, on veut voir plus de femmes prendre leur place dans l'entreprise. Par exemple, dans les écoles, ça peut être plus d'hommes, devenir enseignants, prendre plus de place dans les écoles pour que les garçons, et on pourrait dire même les garçons et les filles, puissent avoir de plus en plus de modèles masculins dans les écoles. Donc, au stade 1, les dirigeants sont soucieux de respecter les quotas. Maintenant, on va arriver à l'étape 2. C'est un peu plus que ça. Hein, les dirigeants vont avoir, par exemple, des intentions de faire le bien et d'aller un pas plus loin. Et c'est pour ça que la question d'égalité entre les hommes et les femmes occupe une place centrale dans l'esprit des dirigeants de la phase 2. Et à ce moment-là, ce qui arrive, ces gens-là, ces dirigeants, vont chercher à agir dans un esprit à la fois d'obligation et d'équité. Donc, ce n'est pas seulement de rencontrer des quotas, mais il y a un souci d'équité. Il y a un souci de dire, non, on voit que c'est important d'en avoir plus de femmes dans notre organisation, si notre organisation est davantage caractérisée par une énergie masculine, par exemple. Alors, à l'étape 2 ou au niveau 2, eh bien, on voit des dirigeants qui aspirent à la responsabilité sociale et à la réalisation du bien dans le domaine de l'égalité des sexes. Alors, leur engagement principal réside dans la promotion de la diversité des genres et va être motivé par un sens profond de responsabilité envers la société et le souci d'équité. Donc, voyez-vous, il y a des valeurs. Ce n'est pas seulement des chiffres qu'on veut respecter, ce n'est pas seulement des quotas, mais il y a des valeurs qui poussent
ces dirigeants-là à aller plus loin ou du moins à voir l'entreprise devenir de plus en plus mixte. Maintenant, euh, le problème, c'est qu'au niveau 2, les dirigeants de ces entreprises vont souvent se limiter à cette vision. Ils n'ont pas encore exploré pleinement la valeur économique de la diversité des genres, à l'exception peut-être de son aspect progressiste sur le plan social. Et quand je dis ici diversité des genres, je parle masculin et féminin, d'accord? On parle masculin et féminin, d'avoir cette mixité des genres. Alors, ce qui arrive de ce point de vue, ils vont se présenter, ces dirigeants-là, comme des défenseurs de la cause sociale. Donc, c'est sûr que ça va avoir un impact sur les relations publiques. Alors, ils vont s'appuyer sur des statistiques pour prouver qu'ils vont progresser. On va dire, on est passé, par exemple, de 20% de femmes dans les postes de direction. Maintenant, on est à 25. Et l'année suivante, oh, on est déjà à 27, etc. Ils vont démontrer la progression. Ils vont dire, hey, c'est intéressant, on progresse à ce sens-là. Mais ce qui arrive, c'est que oui, il y a une progression, sauf qu'à l'étape 2, les dirigeants n'ont pas encore saisi pleinement l'impact économique de la mixité. Alors, leur vision se limite généralement à l'agrandissement du bassin des talents ou à la réduction du taux de rotation. Parce que ça, c'est deux éléments qui font partie de l'équation. Dans une culture, par exemple, qui est principalement masculine, c'est certain que le taux de rotation des femmes va être assez présent, assez remarquable. C'est ce que la littérature démontre. Alors, plus les femmes s'intègrent dans une culture masculine, plus elles vont avoir tendance à vouloir changer d'entreprise pour retrouver une culture qui s'apparente à leur profil et à leurs besoins. Alors, c'est pour ça que les dirigeants de niveau 2 n'ont pas encore établi des liens entre la mixité et la rentabilité de leur entreprise. Parce que c'est là qu'est l'enjeu. Plus on voit la valeur de la mixité, plus on voit la valeur de la diversité entre l'énergie masculine et l'énergie féminine, eh bien, c'est plus on va voir que c'est un incontournable. Alors, c'est pour ça que certaines entreprises vont simplement s'arrêter à voir la mixité ou à voir l'importance d'établir une culture organisationnelle mixte comme étant tout simplement un impératif social plutôt qu'un impératif stratégique. Alors, les efforts de diversité dans ces organisations-là ont tendance à être insoutenables. Pourquoi? Parce qu'on a une vision plus limitée ou limitative. Si c'est juste un impératif social, eh bien, à ce moment-là aussi, c'est juste une question de faire bonne figure. Et là, quand je dis faire bonne figure, ça ne veut pas dire qu'on a des mauvaises intentions. Quand je dis on veut faire bonne figure, c'est pour les bons motifs. Mais ça doit aller plus loin. C'est pas juste dire, ouais, ben là, on fait la bonne chose. C'est ça le stade 2. On fait la bonne chose pour les bonnes raisons. Maintenant, ça, c'est l'impression que les dirigeants ont. Mais lorsque ces dirigeants-là voient l'impact économique, l'impact au niveau de la rentabilité, l'impact au niveau de la productivité, eh bien là, ça fait toute une différence. C'est là qu'ils vont passer du stade 2 au stade 3. Alors, ce qui arrive, lorsque ça devient simplement un impératif social, d'intégrer, par exemple, plus de femmes dans un environnement d'hommes sans changer la culture, sans devenir une culture mixte, et les femmes s'en rendent compte. Les hommes s'en rendent un peu moins compte. Pourquoi? Parce qu'ils sont habitués d'être dans un environnement d'hommes, tandis que les femmes voient le décalage, sont conscientes qu'il y a un décalage. Alors, c'est pour ça qu'au sein de ces organisations-là, qui sont de niveau 2, les efforts à vouloir promouvoir la mixité, eh bien, sont souvent empreints de culpabilité. Pas toujours, mais ça peut arriver en disant « Ouais, mais
qu'est-ce qui se passe? On essaie de bien faire, ça ne fonctionne pas. Mais il y a quelque chose, il y a comme chez les dirigeants sont capables de capter, de discerner qu'il y a quelque chose qui manque. Alors, et même certains vont dire, ben pourtant, on signe des chèques, ça nous coûte de l'argent d'intégrer, par exemple, des femmes dans notre milieu. Pourquoi? Parce que justement, on doit faire plus de promotion, on doit être plus sélectif, on veut quand même rechercher les meilleurs talents, etc. Donc, ça demande plus d'énergie. C'est normal. Quand on est habitué d'une façon et qu'on doit changer notre façon de faire, c'est sûr qu'au départ, ça va demander plus d'énergie. Parce qu'on n'est pas habitué. Ce n'est pas un réflexe. Ce n'est pas un automatisme. Par contre, ce qui arrive, c'est que lorsque les résultats sont présents, les résultats sont réels, à moyen et à long terme, c'est là qu'à ce moment-là, la motivation augmente. Maintenant, si c'est simplement une responsabilité ou un impératif social d'intégrer plus de femmes, parce que c'est la bonne chose à faire, eh bien, à ce moment-là, certaines femmes vont voir ça comme de la condescendance ou du paternalisme. Surtout si, dans le discours, on dit « oui, on veut le faire, c'est socialement bon, c'est socialement un pas de l'avant, c'est du progrès », mais que dans la gestion courante, comme on dit en anglais le day-to-day, dans le quotidien, on voit des réflexes purement masculins et non pas une main tendue vers la mixité, eh bien c'est là que justement les femmes vont percevoir ces gestes-là, même si ce sont de bons gestes, même si ce sont des attitudes qui sont à la vue louables, bien ça peut être considéré comme de la condescendance ou du paternalisme de part et d'autre. Donc, à l'étape 2 ou à l'échelon 2, la mixité est encore appréhendée avec un état d'esprit incomplet. C'est ce que la littérature va démontrer. Alors, moi, je vous envoie ces points de repère-là pour que vous puissiez vous situer et approfondir votre réflexion à cet effet-là. Donc, que vous soyez, par exemple, dans une entreprise privée ou que vous soyez au service de l'État, eh bien, ces principes-là demeurent importants. Parce que composer avec une réalité mixte, c'est différent que de composer avec simplement des hommes ou avec une majorité de femmes ou avec simplement des femmes. J'ai déjà, moi, travaillé dans un département où est-ce que j'étais le seul homme. Et c'était dans une épicerie. J'étais chef caissier. Et tous les autres employés, c'était des caissières. Et je peux vous dire que j'ai appris de cet environnement-là. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que certaines entreprises vont commencer à réaliser la valeur de la mixité grâce à quoi? Grâce à la concurrence. Parce que si, par exemple, vous voyez une entreprise qui recrute des femmes et que les femmes demeurent là, s'épanouissent et contribuent à la rentabilité, à la productivité de l'entreprise, eh bien, qu'est-ce que ça crée chez les dirigeants qui voient cette concurrence-là progresser? Eh bien, ils vont vouloir faire de même. Ils veulent être compétitifs. Alors, voyez-vous, la concurrence a quand même des bienfaits. Et c'est même vrai, ça, sur le plan, par exemple, de la fonction publique, parce que vous allez voir peut-être des femmes d'envergure, des femmes de qualité, des femmes qui ont du leadership, qui ont du doigté, changer de département, changer de ministère. Ça peut arriver, ça aussi. Et donc, les dirigeants de ces entreprises qui voient la corrélation entre l'intelligence genrée et les résultats financiers veulent opérer des changements. C'est clair, ça. Et c'est pour ça que on voit de plus en plus d'entreprises considérer l'intelligence genrée comme étant un outil majeur pour le développement de la culture de leur entreprise. Alors, pour que les dirigeants passent de l'étape 2 ou de l'échelon 2 à l'échelon 3, ils doivent réaliser qu'il est avantageux pour leur entreprise non seulement d'engager plus de femmes, si c'est une entreprise à connotation masculine ou à culture masculine. Donc,
il est avantageux pour leur entreprise non seulement d'engager plus de femmes, mais aussi de comprendre l'apport d'une culture féminine au sein de leur entreprise, au sein de l'organisation, au sein de la culture entrepreneuriale. Et c'est pour ça que si l'entreprise compte davantage de femmes parmi ses effectifs, si la culture de l'entreprise demeure essentiellement masculine, elle ne pourra pas pleinement tirer parti de cette mixité-là. Alors, lorsque les dirigeants reconnaissent le potentiel de l'intelligence genrée, de la mixité, ou de l'intelligence genrée au service de la mixité, ça serait mieux dit même, alors, eh bien, ils vont mettre en place des stratégies puis des tactiques qui vont viser à transformer la culture de l'entreprise pour diversifier, pour arriver à une culture de mixité, au lieu de rester orienté vers un modèle qui est monolithique. D'accord? Alors, c'est pour ça que c'est important. Et la phase 3 va nous amener à aller plus loin. Et c'est ce que je vous invite à prendre part la semaine prochaine avec moi à cette émission de Leadership en tout genre. Si vous désirez que Leadership en tout genre continue à être diffusé sur les ondes du 92.7 FM et non seulement sur les réseaux sociaux, je vous invite à m'écrire à coach@ericlantier.net. C'est coach@ericlantier.net. Si vous désirez, par exemple, être de plus en plus sensible aux distinctions entre les hommes et les femmes en milieu de travail, je vous invite à aller sur ressources, sur ericlantier.net, allez sur le menu ressources et vous allez avoir un quiz sur la culture organisationnelle. Ça prend une quinzaine de minutes à remplir et ça va vous aider à avoir une meilleure perspective de la mixité au sein de votre milieu de travail, de votre entreprise. Alors j'espère que cette capsule vous a plu. Eh bien, je vous lance le rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même poste. Merci et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.